Aujourd'hui, je reçois Vincent Mignereau. Bonjour Vincent. Bonjour Cyrus, merci pour ton invitation. Tout à fait, tu es essayiste, conférencier sur les questions d'écologie et de limites planétaires. Alors déjà à ce stade, certains auditeurs se disent «Ah chouette Vincent» et d'autres se disent «Oh non, pas lui» et pourtant ils ont cliqué. Alors voilà, on n'est pas là pour se torturer l'esprit, on n'est pas non plus là pour faire de la provocation. On est là pour parler tranquillement. Bah, toi et moi, Vincent, on échange quand même sur un certain nombre de sujets depuis 4 ans. À force, on est devenus copains. On est d'accord sur certains points, moins sur d'autres. Ça n'empêche pas d'échanger de manière apaisée. On va faire un échange en 2 épisodes. Un premier sur les questions, on va dire, de déclin, d'effondrement, on peut l'appeler comme on veut, mais plutôt sous l'angle de ton parcours. Comment toi, tu es venu sur ces sujets. Tu as aussi cofondé l'association Adrastia il y a une dizaine d'années, donc un peu l'heure du bilan. Qu'est-ce que ça a apporté? On va parler de notions que tu as contribué à populariser, comme celle de collapse washing, de décalage du point de référence. On va aussi parler de récits potentiellement dissonants sur lesquels tu alertes en termes de cohérence. On va parler donc de décroissance, d'autonomie, d'anticapitalisme, autres récits de soutenabilité sur lesquels tu es perplexe, hein. On va parler de questions un peu plus gênantes, le procès en inaction qu'on te fait. Au final, quel est ton but dans tout ça? Pourquoi tu fais ce que tu fais, Vincent? Et ça, ce sera notre premier épisode. Dans un second épisode, on parlera plus spécifiquement de la question énergétique. Tu es passé sur Plan B il y a bientôt 2 ans, suite à la parution de ton livre L'énergie du déni. Il y a eu des développements depuis. Tu as approfondi certaines recherches. Et donc, dans ce second épisode, on va faire le point là-dessus. Écoute Vincent, je te laisse peut-être introduire sur remonter à, je sais pas, est-ce que c'était il y a 15 ans, il y a 20 ans, ou comment tu as pris ta claque sur ces questions environnementales? Ou est-ce que tu es né comme ça? Alors, né comme ça, c'est une question qui mériterait d'être traitée en soi. Je suis sans doute né avec un tempérament anxieux. Bon, un tempérament anxieux, ça aiguille un petit peu les questions qu'on se pose tout au long de son existence. Et effectivement, moi, j'ai eu une adolescence à me poser des questions existentielles. Bon, c'est rien d'original, tous les ados y passent. Euh, Bon, à 17, 18, 19 ans, j'ai commencé à essayer de répondre à mes questions voilà, par l'écrit, et j'ai développé ce qui est devenu depuis mon substrat méthodologique, ma théorie cadre, on va dire, sur laquelle je m'appuie encore. Bon, cette théorie a un nom un petit peu présomptueux, elle s'appelle l'essai sur la raison de tout. Alors c'est bien un essai, hein, ça n'a rien de plus comment dire, véridique que ça, mais c'est une tentative de comprendre l'ordre des choses. Je m'étends pas plus. Cet essai a été publié d'ailleurs, a été lu à l'époque par des personnes capables de juger non pas de sa validité, mais au moins de sa pertinence dans le débat, et il a été publié aux éditions Plein Feu, une petite boîte d'édition de philo qui n'a pas résisté à la crise de 2008. Voilà, donc la question que je me posais, les questions que je me posais à l'adolescence ont été transcrites sur le papier et publiées. Et en fait, dans ces réflexions, dans cette théorie, j'envisageais que l'humanité, en tant qu'espèce, eh bien, pouvait être dotée être condamnée à porter en elle les germes de son autodestruction. Alors, rien d'essentialisant, simplement le fait qu'elle soit inscrite dans un processus existentiel, je ne développe pas ici non plus, mais un processus existentiel qui ne la concerne pas en tant que tel. L'espèce humaine n'a jamais été le but de l'évolution. Par contre, elle est inscrite dans un processus évolutif qui a des règles, et dont les règles eh bien, font qu'une espèce telle que la nôtre, avec le type de relation qu'elle a avec son milieu, eh bien, doit finir par ne plus être capable de s'adapter et finalement décliner, s'effondrer et oui, disparaître, ça on s'en doute tous un peu, mais disparaître à l'issue de l'ultime développement sur une planète qu'on sait être finie. Donc voilà, Pourquoi? Parce que si je fais un parallèle, on pense souvent aussi que on voit pas d'autres. L'univers est vide. On n'arrive pas à détecter les espèces extraterrestres parce que si ailleurs dans l'univers une autre vie intelligente devait se développer, assez rapidement elle finirait par s'autodétruire. Enfin, c'est une des raisons, mais pour lesquelles on n'arrive pas à rentrer en contact avec d'autres extraterrestres. Est-ce que c'est ce genre de choses qui t'a fait dire, voilà, une fois qu'on est lancé avec une espèce intelligente qui transforme à ce point son milieu, en fait, ça peut pas durer, quoi.
Alors, effectivement, je me posais pas la question en termes d'extraterrestres au sens strict. En revanche, effectivement, je me demandais dans quelle mesure ce processus existentiel était généralisable. Et c'est toujours le cas aujourd'hui. Je ne réfléchis pas vraiment, pas uniquement en tant qu'espèce humaine sur la planète Terre. Je réfléchis en tant que toute espèce sur X planètes de quelque dimension que ce soit qui dérégulerait de façon systémique l'exploitation de son milieu. Voilà. Et donc effectivement, pour les questions dont on va parler, moi la dimension de la planète Terre, je m'en fiche un peu. La quantité de ressources qu'il y a, je m'en fiche. Quelle énergie on exploite, c'est pas ma question première. C'est dans la mesure où on dérégule l'exploitation des ressources, est-ce qu'on peut stabiliser ou pas la société ou l'espèce ou les interactions desquelles on dépend. J'imagine quand même que par la suite, des questions comme le pic pétrolier, le changement climatique, c'est venu quoi, te renforcer dans l'idée, enfin parce que tu es parti de cette idée, ce concept, mais qu'est-ce qui est venu par la suite renforcer ton idée? Et ben pas grand-chose pendant assez longtemps. C'est-à-dire que moi j'ai posé ça, j'ai écrit ça et j'ai travaillé dans des domaines qui n'ont rien à voir avec l'écologie. J'ai travaillé dans le bâtiment, j'ai été technicien cordiste, j'ai travaillé un petit peu dans l'immobilier, j'ai fait aussi avant des études de psycho. Voilà, donc j'ai pas investi de façon précise les données sur l'écologie avant 2010, 2011, mettons. Donc voilà, je suis arrivé dans le débat assez vierge de connaissances quantifiables. Moi, j'avais en tête un processus, des grandes questions existentielles, voilà, des grands paramètres euh, physico-existentiels, on va dire. Et puis, voilà, en 2011-2012, j'ai décidé de quitter ma dernière profession, qui était donc dans les travaux sur corde, pour passer du temps à travailler sur l'écologie, d'un côté, mais aussi, voilà, plus anecdotique, mais ça m'a quand même pris quelques années, sur la synesthésie, mais c'est hors sujet, donc j'en parle pas. Mais c'était mon intention, c'était vraiment consacrer tout mon temps à l'étude d'une certaine capacité perceptive et cognitive qu'est la synesthésie, et de l'autre, vraiment approfondir ce que j'ignorais, ce que je connaissais très très mal, qui était l'écologie au sens large, au sens scientifique à l'époque. D'accord. Est-ce que quand même, avant de passer justement aux questions plus écologiques, ça t'a traversé l'esprit aussi que certains peuples vivaient en harmonie, je sais pas, mais plutôt de manière soutenable avec leur milieu pendant des millénaires et des millénaires. Je sais pas, on donne souvent l'exemple des peuples d'Amazonie qui alors altèrent leur milieu, c'est-à-dire la forêt amazonienne n'est pas totalement vierge, mais voilà, ça fait des millénaires et des millénaires et cette forêt était toujours là jusqu'à ce que la civilisation entre guillemets arrive quoi. Mais sinon ces peuples-là vivaient avec la forêt. Oui, mais ces questions-là m'ont traversé tôt, hein. J'ai moi-même eu à l'adolescence, avant d'écrire, des espèces de fantasmagories très très plaisantes, très réconfortantes et rassurantes intérieurement, avec une envie de trouver un monde idéal. Alors effectivement, je lisais les encyclopédies dont je disposais et je voyais qu'il y avait des peuples dont la vie était décrite, en tout cas dans ces encyclopédies, comme étant plus, voilà, plus en lien, plus en connexion, plus en équilibre avec leur milieu. Donc oui, j'ai pu investir émotionnellement ces modes de vie que j'ai déconstruits, mais ça m'a pris du temps. Et pour être tout à fait honnête, il y a quelque chose qui m'agace un petit peu, moi, dans la prescription écologique, c'est l'intention de déconstruire les imaginaires. Moi, je pense que l'imaginaire, il faut surtout pas y toucher, c'est quelque chose de sacré. On peut évidemment faire toutes les prescriptions politiques qu'on veut, mais l'imaginaire, on doit le garder. Voilà. Quelque monde dans lequel on vive demain, quel que soit le monde dans lequel on vive demain, on a le droit de s'imaginer vivre dans un monde plus sympathique. L'imaginaire, on doit le protéger. Donc oui, moi encore maintenant, je me projette volontiers dans des mondes plus sympas que celui dans lequel on vit, bien sûr. Revenons peut-être effectivement à 2010 et au final j'imagine que les choses vont assez vite, mais qu'est-ce qui initie ton intérêt aussi pour la question écologique au point de cofonder donc Adrastia, dont je te laisse parler aussi quelle était la raison d'être de l'association au début, que tu as cofondé avec des amis comme Laurent Hayet, qu'on salue d'ailleurs, peut-être d'autres cofondateurs, je voudrais pas manquer à qui je voudrais pas manquer de rendre hommage. Arthur Keller peut-être aussi, qui était dès les Un peu débuts. plus Ouais. tard. Bon, enfin, je te laisse raconter l'histoire, effectivement. Oui, alors j'ai vécu en 2011-2012, début 2013, des sentiments qui sont largement partagés, voilà, dont on a pu témoigner tous à un moment donné, c'est l'isolement sur ces questions-là.
C'est-à-dire que quand j'ai rencontré les données, moi, ce que j'avais formalisé de façon très abstraite, très conceptuelle, je me suis rendu compte que les perspectives que je craignais, elles n'étaient pas forcément si éloignées que ça, parce que je découvrais le rapport Meadows, parce que je découvrais les chiffres, j'écoutais déjà Jean Covici, dont le discours a beaucoup changé, bien sûr, depuis, mais déjà, il était inquiet, et à juste titre. Et j'ai ressenti effectivement le besoin d'en parler, de ne pas rester tout seul dans mon coin, parce que émotionnellement, c'est pas facile à porter. Et donc, voilà, il y a une date précise qui me fait fêter une sorte d'anniversaire cette année. J'ai créé donc le 25 novembre 2013 un groupe de discussion qui s'appelle Transition 2030, dans lequel j'ai trouvé assez rapidement des interlocuteurs avec qui pouvoir partager mon anxiété et puis C'est un groupe Facebook, hein? Oui, voilà, c'est un Oui, groupe ça, faut Facebook. juste préciser pour ceux qui sont pas dessus. Et voilà, donc j'ai trouvé des interlocuteurs et puis j'ai pu confronter aussi les idées que je pouvais développer. Et ça a été la surprise que j'ai eue, c'est que ce groupe n'est pas resté confidentiel très longtemps. Au bout de quelques mois, il a vite eu beaucoup de... Alors ce serait plus possible aujourd'hui parce que Facebook ne fonctionne plus de la même façon, mais il a eu très vite une audience, bien qu'il fût fermé. C'est un groupe fermé, c'est-à-dire qu'on ne le voit pas à l'extérieur du groupe, on ne voit pas son contenu à l'extérieur du groupe. Et j'y tenais pour ne pas justement... Que des messages durs puissent être vus comme ça, de façon random, un peu sur tous les profils de gens qui n'ont pas envie d'entendre ce discours-là. Et ce groupe a vu sa visibilité exploser assez rapidement, et donc j'ai senti qu'un écho se faisait à ces inquiétudes. Et donc j'ai proposé, début 2014, à Laurent Hayet, Joël Lecomte, à un copain à moi qui n'est plus dans ce milieu-là, et voilà, il fait autre chose, et quelques autres, de créer l'association Adrastia, qui est née, je crois, au printemps, juin 2014. Voilà, donc elle fêtera aussi ses 10 ans l'année prochaine, et elle est présidée par Clémence Marc aujourd'hui. Voilà, donc, en résumé, un petit peu le début de ma présence dans le milieu, on va dire, écolo, effondriste, risques globaux, lanceur d'alerte. Je n'ai connu ces groupes-là qu'en 2019, on va dire, et je me demandais, mais où étiez-vous tout ce temps-là? Ça faisait un moment que je m'intéressais à tout ça, environ, je sais pas, 2005, 2006. Déjà à l'époque, Jean Covici, Yves Cochet, et puis de manière moins anxiogène, Yann Arthus Bertrand, le film d'Al Gore, bon bref. Et puis à l'époque aussi où les rapports du GIEC se faisaient plus affirmés et étaient plus médiatisés aussi. Je pense qu'à l'époque, c'était le troisième rapport au milieu des années 2000 qui faisait les gros titres des journaux. Oui, tout ça est d'origine anthropique, tout ça est un peu inquiétant. Bon, ça se faisait affirmer. Il y avait déjà une vague de sensibilisation médiatique au milieu des années 2000, et après, ça ne m'a pas vraiment lâché. J'ai travaillé dans ce milieu en tant que consultant RSE pendant 4 ans dans les années 2010. Et pendant tout ce temps, alors malgré le fait d'être dans une entreprise, dans un département au sein d'une entreprise qui s'attaque à ces sujets-là, mais bon, par l'angle de la RSE, effectivement, un peu, sentiment de solitude, effectivement, de voir passer ces nouvelles et le fait que ça avance pas vraiment, et se dire, mais qui d'autre, en fait, s'intéresse à ce truc et en fait, vous étiez là pendant tout ce temps, je suis passé à côté. Et après, c'est quand la vague Collapso aussi est venue avec Pablo, où tout ça, c'est un peu étalé de partout, et j'ai croisé le chemin d'Adrastia, voilà. Parle-nous peut-être aussi, alors, je sais pas comment on peut faire ce bilan depuis 2014 pardon, et la fondation d'Adrastia, les différents épisodes qu'il y a eu, peut-être aussi en passant par la hype Collapso avec Pablo et d'autres. Tu souhaites que je fasse un résumé de cette histoire? C'est très, très, comment dire, c'est riche de rebondissements. Écoute, ce qui a été le plus difficile à défendre, ça a été la position d'Adrastia, qui est de ne pas être prosélyte et de ne pas chercher à faire entendre le discours de l'effondrement à qui ne veut pas l'entendre, et ne pas prescrire. Voilà, pas de prosélytisme et pas de prescription. Et ça a créé à la fois des rencontres fantastiques, dont tu fais partie, et puis des schismes, des incompréhensions, voire des schismes. Alors on a eu, par exemple, des tentatives de rapprochement avec l'Institut Momentum.
Mais l'Institut Momentum a, et c'est parfaitement respectable, un projet politique, et c'est entendable. Et là-dessus, nous, avec Adrastia, on a senti que c'était pas possible parce qu'on ne voulait pas déneutraliser le discours pour le rendre politisable, c'est-à-dire approprié par un sous-champ du paysage politique qui doit exister en tant que tel avec toute sa diversité. Effectivement, Adrastia a eu aussi quelques échos. Les oreilles se sont tendues parce qu'elle a eu des intuitions. On a beaucoup parlé des échelles de la conscience de chez Furka, ce qui a permis de nous positionner aussi sur un champ qui est délicat, c'est celui de la spiritualité et des croyances personnelles. Bien là aussi, Adrastia défend qu'il soit possible d'investir quelques champs de la spiritualité ou de la vie intérieure, que ce soit, tout en faisant attention à ne pas confondre, superposer le champ des croyances, le champ des pratiques personnelles, avec le discours sur les risques, sur l'effondrement. Alors voilà, là c'est une anecdote, je ne vais trahir aucun secret, mais ça a été un moment où nous avons préféré que les chemins de la collapsologie et ceux d'Adrastia se séparent. Parce que nous avons découvert, compris que la collapsologie n'était pas si neutre qu'elle le présentait sur le plan de la vie intérieure, de la spiritualité et des prescriptions d'un autre ordre que celui de l'étude de l'effondrement. Et ça a d'ailleurs été confirmé plus tard avec le livre dont je n'ai plus le titre, Une autre fin du monde est possible. Voilà. Donc Pablo Servigne et je crois que c'était Raphaël Stevens qui ont écrit ce livre à deux, ou Gauthier Chapelle, je ne sais plus. Voilà, ce livre a montré effectivement que la collapsologie n'était pas en soi, malgré sa revendication, une discipline de nature scientifique, parce qu'elle investissait aussi en son nom d'autres champs qui ne sont pas du tout du registre de la science. Voilà, je viens de vérifier rapidement, c'est Pablo, Raphaël Stevens et Gauthier, les trois l'ont coécrit. Voilà, bon, juste pour... Oui, c'est l'entraide qui n'a été écrit que par deux d'entre eux, c'est ça? Bon. Alors, je vais vérifier. Je te laisse poursuivre, mais... Voilà, que dire d'autre? Effectivement, Adrastia donc a eu une vie qui a cru en termes d'audience. Bon, j'ai eu je ne sais plus tellement comment ça s'est produit. Il me semble que quelqu'un a donné mon nom à Thinkerview. J'ai été appelé un dimanche par l'intervieweur de Thinkerview. L'interview a été tournée le mercredi suivant, donc très rapidement, à très grande surprise. Donc en 2017, septembre, je crois, voilà, il y a eu une augmentation de l'audience d'Adrastia et des discours que je portais grâce à Thinkerview. Et là, effectivement, Adrastia a eu une visibilité publique bien plus grande, beaucoup plus de membres, etc. Précision, moi j'avais déjà acté courant 2017 une séparation entre Transition 2030 dont je parlais tout à l'heure et Adrastia, une séparation dans l'administration, la gouvernance, la modération, parce que je tenais à ce que mes propres travaux qui préexistaient ne soient pas confondus avec les investissements collectifs, voilà, les associations ou les groupes de discussion que je pouvais administrer ou modérer. Donc j'avais déjà à ce moment-là quitté la gestion de l'association et du groupe Transition 2030. Voilà, donc quelques anecdotes sur l'histoire d'Adrastia. Après, Adrastia est devenue plus discrète, et puis il y a eu rapidement le confinement qui a fait que beaucoup de mouvements de cet ordre, de cette nature ont été plus discrets. Mais aujourd'hui, elle existe encore, et on se l'est dit à la dernière Assemblée Générale, que c'était peut-être parce que justement elle tenait une ligne de neutralité, de protection du message, d'alerte, sans prosélytisme et sans prescription, c'est-à-dire sans parti pris politique. Et peut-être que c'est en partie pour ça qu'elle existe encore aujourd'hui, et c'est heureux. Ouais, c'est un lieu d'écoute où on peut se confier, trouver une oreille attentive, quelle que soit notre vision des choses, comme ça que je l'ai vu aussi. Bah voilà, même si vous avez certaines visions décalées, alors de mon point de vue, mais voilà, très décalées de l'effondrement, limite survivaliste, bah vous trouverez quand même une oreille attentive. La personne qui vous écoutera sera pas forcément d'accord, voire n'aimera pas forcément ce que vous racontez, mais on jugera pas, voilà. Et puis bon, moi qui suis pas dans les, on va dire, qui est pas vraiment un côté survivaliste et qui est d'autres manières de voir les choses, plutôt, comment dire, un processus plutôt progressif d'enlisement. Voilà.
En face, j'ai pas trouvé des gens qui mais non, 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 l'effondrement, ça va être brutal dès l'année prochaine, etc. Enfin voilà, parce qu'il y a des cercles où on retrouve un peu ça quand même aussi, où on impose un certain point de vue de l'avenir. Adrastia, pas du tout, c'est vraiment pour échanger de manière assez apaisée, effectivement, pour émotionnellement pouvoir trouver une sorte de refuge. En tout cas, voilà, merci pour encore faire vivre cette association et on salue notre ami Clémence qui la préside aujourd'hui. Chouette. Bon, peut-être on passe à des concepts. Je sais pas Alors, tu inventes beaucoup de mots, tu développes beaucoup de concepts depuis une dizaine d'années, tu popularises. Je sais pas. Un exemple récent serait celui de collapse washing. Qu'est-ce que c'est? Peux-tu donner des exemples? Est-ce que c'est grave comme tendance? Est-ce que c'est grave? Alors grave, c'est juste que ça fait partie de quelque chose qui est grave, qu'on peut considérer comme grave, c'est-à-dire le grand mouvement, le grand processus dans lequel on est inscrit, qui ne semble pas se dévier d'une trajectoire de risque de déclin, d'effondrement, de perturbation globale du fonctionnement de nos sociétés pour diverses raisons. Je ne vais pas refaire les théories sur les risques. Tu les connais mieux que moi. J'ai proposé l'idée de collapse washing parce que j'ai senti, donc j'ai relu ça hier, j'ai l'idée à 3 ans déjà, donc le temps passe beaucoup trop vite. On a beaucoup parlé de greenwashing, et j'ai eu le sentiment que le greenwashing, c'était quelque chose qui accompagnait le temps de croissance de nos sociétés, au cours duquel on avait tout intérêt à masquer les destructions environnementales, donc on greenwashait. Les industriels, les lobbies, les politiques avaient tendance à dire mais puisqu'il y a de la croissance, tous les humains sont satisfaits au maximum, au mieux, il y a de la croissance démographique, croissance économique, le niveau de vie, tout augmente, tout va bien. Il y a un petit bémol quand même, c'est que le milieu, il se détériore, il se dégrade, et c'est quand même plus commode si on cache. Bon, ça c'est le greenwashing. Et je me suis demandé ce que le greenwashing pouvait devenir en temps de moins de croissance déjà, pas de croissance, décroissance, récession, tout cet changement de sens de la courbe, l'inversion du sens de la courbe pour prendre cette expression impropre. Et je me suis dit que ce qui allait changer, c'est pas tellement le processus de dégradation du milieu, parce que lui, il était déjà là, et donc il ne pourra pas vraiment changer de nature tant qu'on continuera à faire de l'économie, à consommer des ressources, etc. Il y aura toujours de la dégradation du milieu. Par contre, ce qui va changer, c'est que des humains qui étaient dans un mouvement d'amélioration de leur bien-être allaient, parce que l'économie mondiale allait se contracter, allaient être confrontés à peut-être de plus en plus de difficultés à obtenir satisfaction des avantages ou même le minimum vital, et que on aurait peut-être tendance, non seulement cette fois à continuer à masquer les effets environnementaux de notre emprise sur le milieu, mais aussi les effets délétères sur des humains, des tentatives de maintenir l'économie aussi croissante ou aussi à flot que possible. Et je crains de l'avoir déjà entendu dans bien des discours, pour autant des discours, pour certains même des discours parfaitement écolos. Et c'est ça qui m'a motivé à conceptualiser le collapse washing, c'est-à-dire qu'on va, au titre, je vais donner des exemples, au titre de la gestion des risques contre le collapse, donc au titre de la gestion du collapse, on va masquer ce qui s'effondre réellement des humains, chez les humains, pour des humains, ou dans le mode de vie des humains. Et parfois même des humains eux-mêmes qui pourraient s'effondrer au titre qu'on essaye de ne pas s'effondrer collectivement. Alors je vais préciser, la définition que je donne du collapse washing, c'est toute communication qui occulte les effets indésirables contre-productifs des stratégies dont l'ambition est de pallier les risques de déclin ou d'effondrement. Cette définition n'est pas définitive, elle pourra tout à fait évoluer, j'ai pas de problème avec ça. La décroissance, par exemple. Bon, la décroissance, moi je suis un décroissant contrarié, c'est-à-dire que je souhaite qu'elle se mette en place, j'aurais souhaité qu'elle se mette en place bien plus tôt, qu'on y arrive collectivement et qu'il n'y ait pas de contrainte à sa mise en œuvre. J'ai été très rapidement parmi ceux qui ont dit mais la décroissance et la rivalité mondialisée, il y a quand même quelque chose qui ne marche pas. Si la France y va seule, ça marcherait pas tout à fait. Voilà.
tous ces discours autour du dilemme des prisonniers, le premier qui se lance, s'il ne sait pas ce que son voisin fait, il risque d'y perdre beaucoup plus que ce qu'il craint, que ce qu'il pense. Ce qui donne des raisons à son voisin de continuer d'accélérer, on dit ou de surtout pas se retrouver dans la même situation que les décroissants. Là. Bon, bref. Voilà, donc je suis un décroissant contrarié, parce que j'aimerais bien qu'on puisse, mais il y a peut-être des paramètres qui l'empêchent. Et dans la plupart des récits de la décroissance, il y a un paramètre qu'on essaye de faire évoluer, on essaye de casser ce thermomètre du PIB. C'est un discours très très proactif. Mais moi, ça m'embête de casser le thermomètre du PIB, parce qu'en fait, c'est un mauvais indicateur, mais c'est le moins mauvais qu'on ait, du lien entre la production de richesse et l'impact sur le milieu, parce que entre les deux, il y a un facteur énergétique qui est celui qui permet la transformation du milieu pour la production de richesse. Donc le PIB contient un indicateur de puissance, quelque part, et donc de puissance d'emprise, et donc d'impact sur le milieu. Et moi, quand la décroissance dit il faut casser le thermomètre PIB pour le remplacer par un indicateur de bien-être, c'est-à-dire un indicateur tout à fait hors sol qui ne mesure que le retour verbalisé des gens sur ce qu'ils estiment être leurs attentes ou leur bien-être véritable, eh ben, on a occulté quelque chose qui est essentiel, c'est le lien entre le bien-être et l'impact sur le milieu. Et donc là, on fait ce que j'appelle un collapse washing, c'est-à-dire qu'on énonce un récit qui ne parle que de la surface du réel, et on n'a plus accès à la dureté du réel, et donc peut-être que des pays qui... C'est à mon sens pour cette raison que la décroissance est un discours qui a très vite percolé jusqu'à l'Europe elle-même. C'est un récit qui est favorable à la conservation du récit capitaliste global, c'est-à-dire qu'on va utiliser la décroissance pour masquer ce que le capitalisme continue à faire sur le réel, ou le productivisme, c'est-à-dire exploiter les ressources, détruire le milieu pour le bien-être des gens. Et le bien-être ne va plus avoir une capacité à mesurer exactement la quantité de destruction qu'il y aura eu, et donc d'impact sur d'autres humains pour maintenir ce bien-être des plus privilégiés. Je vous recommande les travaux de Jean Latreille, je ne m'étends pas plus sur cette notion, mais Jean Latreille est un économiste, prof d'économie, qui dénonce lui aussi voilà, le fait d'occulter l'intérêt du PIB pour comprendre le fonctionnement de nos sociétés. Autre exemple, la fantasmagorie, tu en parlais tout à l'heure, de la reconnexion avec la nature, de la vie harmonieuse en réadoptant un mode de vie de chasseur-cueilleur ou en tout cas plus sobre, et vraiment cette idée de reconnexion avec la nature. Mais l'idée elle-même, elle est géniale, elle est fantastique, elle est émotionnellement, voilà, moi je l'aime bien. Simplement, c'est si on ne dit pas que le retour à la nature, c'est la réinsertion dans la soumission aux pathogènes tels qu'ils existaient pour les populations de chasseurs-cueilleurs avant qu'ils aient des médecines comme les nôtres. Je ne dis pas que les médecines modernes sont parfaites, mais il faut pouvoir dire que la reconnexion à la nature, c'est le risque d'infection beaucoup plus fréquent et dangereux et définitif. On ne soigne pas les otites de la même façon chez un nouveau-né, dans une population de chasseurs-cueilleurs que dans nos sociétés. Alors, très bien de dire reconnectons-nous à la nature, mais si on ne dit pas avec le coût, le prix, en termes de santé par exemple, de cette reconnexion, eh ben on fait du collapse washing. On masque une réalité qui est un effondrement. Si on perd un enfant parce qu'il a une otite et qu'on ne peut pas la soigner, c'est un effondrement. Enfin, c'est une disparition de quelque chose. Donc on collapse wash. Voilà, la hausse de la mortalité infantile, c'est aussi le réasservissement des femmes. Je suis en train de lire Vera Nikolsky, Féminicène, que je vais aussi prochainement recevoir sur cette chaîne. Donc je suis assez sensible, ça m'habite particulièrement en ce moment, cette histoire de, comment dire, en quoi le progrès technique et l'abondance matérielle, parmi toutes les conséquences que ça a eu, a aussi eu celle de l'émancipation des femmes, ce qui est quand même pas rien. Donc il faut être un peu prudent sur le fait de tout rejeter. À la décharge quand même de la décroissance, surtout que voilà, je suis quand même adhérent chez Génération Écologie qui se dit être le parti de la décroissance. Certains proposent même de renommer le parti Génération Décroissance. Donc bon, je ne peux pas juste te laisser dire tout ça sans réagir. Non, bon, deux choses. Je pense l'idée derrière tout ça, sans occulter les points d'alerte que tu soulèves, c'est qu'au-delà d'un certain seuil, on ne note plus vraiment de bien-être, on ne note plus vraiment de corrélation entre bien-être et PIB. Alors, c'est dur à mesurer le bien-être, mais on voit bien qu'aux États-Unis, où le PIB est largement plus élevé par habitant que chez nous, il n'y a pas plus de bien-être que chez nous, et dans des pays, on va dire, dont le PIB par habitant est 2 voire 3 fois inférieur à celui de la France, on note pas tellement de différence en termes de bien-être. Alors, en dessous d'un certain seuil de PIB, effectivement, le confort matériel,
la sécurité est tellement basse que ça se note sur le bien-être. Mais donc ça, c'est quand même un point. Et après, sur les questions de... Donc, je laisserai peut-être réagir à ça. Quelqu'un m'a noté quelque chose d'intéressant quand même sur la question de et si la France y va seule, est-ce qu'on s'écroule tout seul, etc. Il dit, oui, alors il faut être prudent. Une décroissance, ça peut aussi vouloir dire consommer moins, mais moins de produits qui de toute façon ne sont pas produits en France. Donc ça aura plutôt un effet bénéfique sur notre balance commerciale. Ce qui d'ailleurs devrait plaire à la droite, hein, qui aimerait que la France repasse en excédent. Donc c'est des aménagements assez subtils, sur quoi décroître, qu'est-ce qu'on planifie, etc. Mais c'est pas forcément une perte de puissance dans un premier temps. C'est pas parce que le PIB ou même la consommation énergétique matérielle diminuerait aussi que la France perdrait en puissance. Sans aller jusqu'à prendre l'exemple de la Corée du Nord, qui, personne ne va les faire chier parce qu'ils ont quand même une certaine puissance militaire et ils ont un PIB extrêmement bas, sans aller jusque-là. C'est pas parce qu'on prendrait ce chemin-là qu'on s'écroulerait. D'autres exemples qu'on puisse donner en faveur de la décroissance aussi, c'est un peu des mesures de bon sens comme la loi zéro artificialisation nette, sans entrer dans une grande théorie macro de la décroissance, mais juste se dire, bon, on va arrêter de bétonner de plus en plus et au contraire, arrêter d'artificialiser. Bon, ça, c'est le genre de choses, tu vois, c'est quand même des leviers d'action qui entrent dans un cadre de décroissance sans forcément... Voilà, pardon, ça fait beaucoup d'arguments d'un coup. Alors, le lien entre bien-être et, et PIB, qui a ses limites, les histoires de puissance économique, militaire, qui ne sont pas forcément entièrement liées au PIB, et puis après des mesures un peu comme zéro artificialisation nette ou alors la baisse de consommation de viande. Si on fait par exemple de l'élevage en plein air, la norme, voilà, c'est une sorte de décroissance quand même de la consommation de viande. Est-ce qu'on perd en puissance? Est-ce qu'on perd en confort matériel? Ça, voilà, tu vois où je veux en venir. Alors, je te laisse réagir à ce que tu veux. Je vais réagir sur les 2 points. Je disais tout à l'heure que j'ai développé assez tôt une théorie de l'évolution, on va dire, hein, à ma façon. Et dans cette théorie, je considère, mais c'est pas moi qui l'ai inventée, c'est la théorie de l'évolution telle qu'elle s'écrit aujourd'hui. L'évolution n'a pas de but. L'évolution, elle est absurde. Donc, elle n'a pas pour but l'humanité. Et en fait, la croissance des sociétés, on peut estimer qu'elle a pour but l'augmentation du bien-être, mais en fait, c'est peut-être pas le paramètre sur lequel est indexée la croissance de la société, donc la croissance du PIB. Nous, on a dit, on va comparer le PIB et le bien-être. Mais en fait, il est possible que à la façon de Tainter, par exemple, il est possible qu'en fait, les sociétés croissent juste parce qu'elles répondent à des contraintes. Point. Il se trouve qu'il y a un indicateur qui évolue à côté de la croissance en réponse à des contraintes, c'est le bien-être, mais c'est peut-être pas la motivation de la croissance des sociétés. Et voilà. Donc, comparer ou opposer PIB et bien-être, à mon sens, c'est peut-être un faux dilemme, commode en politique, commode pour disqualifier l'intérêt du PIB dans le calcul de l'emprise des sociétés, mais en fait, il faut peut-être rappeler tout simplement que ni le PIB ni le bien-être ne sont l'objectif des sociétés, mais simplement continuer à exister dans un contexte de contrainte, par exemple une pathologie, un pathogène, une pandémie, une guerre, un changement climatique. Les sociétés croissent pour y répondre parce qu'elles développent des techniques. Mais ça n'a rien à voir ni au départ avec le PIB, c'est pas une intention, c'est pas un projet capitaliste, c'est pas un projet tout court, c'est juste une réponse, ni avec le bien-être. Il se trouve que le résultat, c'est le bien-être. Mais voilà, faut pas inverser les moyens et les finalités. Je pense qu'on éclairera le débat. Et par rapport à la décroissance, tu as raison évidemment de dire que, et c'est pour ça que je suis un décroissant contrarié, parce qu'il y a des prescriptions que je soutiens, clairement, concrètement. Par contre, j'énonce la croissance de cette façon-là de mon côté, en utilisant le concept de reine rouge que beaucoup ont utilisé aussi. Je pense qu'au lieu de courir sur place pour ne pas avancer finalement, ce qui est la reine rouge, courir toujours plus vite pour rester sur place, je pense qu'il va falloir décélérer à la juste cadence pour ne pas mourir. Voilà, c'est ça. Et finalement, ça rejoint le fait de répondre toujours à des contraintes, mais décélérer trop vite par rapport à son voisin, c'est prendre trop de risques. Ne pas décélérer, c'est-à-dire rester trop complexe par rapport à son voisin, c'est un risque aussi. Donc en fait, dans toutes les prescriptions qui sont faites par la décroissance, il faut bien savoir lesquelles on met en œuvre, à quel moment, dans quelle temporalité, avec quel objectif, etc., pour décélérer à la bonne vitesse et ne pas s'exposer, c'est-à-dire répondre aux demandes des citoyens, dont le bien-être fait partie, mais ce n'est pas une finalité en soi, etc., etc. Voilà, pour préciser, pour répondre à tes questions. Oui, c'est pas facile, parce que même sur des micro-exemples comme je sais pas, la 5G, là quand même,
on pourrait peut-être s'en passer, enfin on a déjà ce qu'il faut en termes de connectivité, tout ça. Bah non, parce que la France ne peut pas envoyer un signal au reste du monde, bah non, nous on n'y va pas. C'est une illustration de la Reine Rouge, hein, et d'ailleurs Mais le système informatique est une bonne illustration du syndrome de la Reine Rouge, c'est-à-dire on fait du digital pour faire du digital, quoi. Enfin, bon, bref. Ok, je voulais juste rajouter un point par vas-y, ouais. rapport au collapse washing, parce que on pourrait m'accuser de n'attaquer que les écolos en leur reprochant de vouloir faire de l'écologie en masquant les effets concrets de leur prescription. Mais en fait, le collapse washing, c'est aussi quelque chose qu'on peut reprocher aux fantasmagories transhumanistes, par exemple, qui répondent aussi aux mêmes craintes d'effondrement sociétaux, d'une autre façon, c'est-à-dire en développant des technologies très très puissantes, très consommatrices d'énergie, et pour eux c'est la solution à tout, y compris écologique. Sauf que là on est en plein collapse washing aussi, c'est-à-dire que ce développement technologique, ben, on glisse volontiers sous le tapis la quantité d'énergie, de charbon en particulier, qu'il faudra consommer pour faire pour fabriquer tous ces serveurs et développer toutes ces IA qui censément sont censés répondre à leurs transhumanistes, positivistes, pro-techno en général. Il y a aussi possiblement du collapse washing qui n'est pas d'origine écologique. Voilà, c'était pour neutraliser un reproche. Le collapse washing s'applique à quantité de discours qui ont pour ambition de masquer, de masquer la souffrance réelle des gens face à des pseudo-solutions ou des tentatives de mise en solution contre les risques. Oui, oui, c'est vrai que certains reproches peuvent survenir parce qu'effectivement, on dit mais pourquoi passe-t-il tant de temps à déconstruire ou montrer les limites de récits qui sont plutôt du bon côté de la barrière, décroissance, autonomie, on va y venir, transition énergétique, etc. Alors que, à l'évidence, tu trouves aussi tout un tas de problèmes du côté de la croissance verte, mais c'est que c'est acquis, c'est même plus la peine d'en débattre. Là, on est dans un cadre où on se dit bon, du côté des solutions proposées face au délire type croissance verte, transhumanisme, où là, il n'y a même pas besoin d'argumenter, mais enfin, tu fais bien de recadrer les choses. Ok. Passons. Bon, je sais pas, le concept de décalage du point de référence. Tu as développé une idée intéressante que je n'ai entendue que récemment. Alors, c'est quoi le décalage du point de référence? Le mieux, c'est de procéder par exemple. Il y avait plein de poissons dans les fleuves et l'eau des fleuves était transparente jusqu'à, je ne sais pas, peut-être il y a 150-200 ans. Aujourd'hui, l'eau des fleuves est opaque, il n'y a plus de poissons, on trouve ça normal et donc on va chercher des poissons en mer. Il n'y a plus de poissons près des côtes, on va chercher des poissons de plus en plus loin et ça nous semble normal d'aller loin et bientôt dans les abysses pour chercher des poissons. Puis on va chercher hyper loin, il n'y en a pas, donc on fait de l'aquaculture et ça nous semble tout à fait normal. Donc en très peu de temps, on est passé des poissons dans les fleuves à devoir faire de l'aquaculture. Et bon, bref, on pourrait donner des exemples semblables sur la présence d'insectes autour de nous. Ça nous semble à peu près normal qu'il y en ait très peu parce que chaque année, on perd 1% d'insectes et donc on s'en rend pas compte, on décale le point de référence. De même sur le climat, la multiplication des canicules, tout ça, il y en a encore qui en sont à dire mais c'est normal, c'est l'été. Non, ça c'est pas un été normal. Donc on s'habitue. Toi, ce que tu dis, c'est là, je viens de citer des exemples de décalage du point de référence dans les constats sur l'état de la planète. Tu dis que ce qu'on voit depuis une dizaine d'années, c'est aussi un décalage du point de référence au niveau des prescriptions. Je te laisse développer. Alors, je vais te proposer de prendre un exemple. Depuis que j'ai exposé donc l'idée du décalage du point de référence dans la prescription, je me suis renseigné un petit peu sur les concepts qui préexistaient et qui pouvaient s'articuler avec cette idée. Et je n'ai pas lu jusque-là ce lien entre des concepts de sociologie qui préexistent et cette idée de décalage du point de référence dans la prescription. Alors je vais te raconter une histoire. Le 28 janvier 1986, la navette Challenger est sur le pas de tir et tout va bien. Les ingénieurs, la veille, avec toutes les équipes de management, la direction, ont validé tous les protocoles. La navette va bien, il fait beau, et voilà, le go est donné. La navette décolle, 73 secondes plus tard, elle explose. Que s'est-il passé? Il y avait des protocoles de surveillance de tous les aspects techniques de la navette. Il y en avait aussi pour des joints toriques qui servent à étanchéifier les propulseurs d'appoint dans lesquels il y a la poudre. Et ces joints toriques, ils étaient testés dans un cadre de vibration, par exemple, parce qu'il y a beaucoup de vibrations sur un lanceur.
dans un cadre voilà, de vieillissement, par exemple, dans un cadre dans les limites de température pour lesquelles ces joints sont adaptés. Et en fait, tout était bien carré, parfait sur le plan des protocoles de surveillance. Donc tous les go pouvaient être donnés parce que tout calait bien, sauf un paramètre, c'est qu'il faisait un peu froid cette nuit-là, la nuit précédant le décollage de Challenger. Il faisait un peu froid, et bon, la fiabilité des joints avait été estimée aussi pour des températures un peu froides, mais là il faisait un peu plus froid que ce qui avait été prévu. Pourtant, tout le monde le savait, il allait faire un peu plus froid. Mais il a été décidé que bien qu'il risque de faire un peu plus froid, vu qu'on avait bien travaillé, qu'on avait tous les protocoles et que des règles avaient été parfaitement établies, des règles de sécurité avaient été établies, il n'y avait rien qui motivait à ne pas donner le go, bien qu'il fasse exceptionnellement un peu plus froid. Bon, en fait, il fait jamais froid en Floride, donc cette variable, il fait rarement froid en Floride. C'est pas un pays qu'on imagine froid, même voilà. Et donc la variable froid un peu plus grave était tellement improbable et tellement voilà, il était tellement peu évident qu'elle allait arriver le mauvais jour au moment où on lançait la navette que finalement on s'est satisfait des protocoles et des règles et on a donné le go. Bon, voilà, les joints ont fui, il y a eu un départ de feu, ça a déstabilisé l'ensemble de la navette, les réservoirs à hydrogène ont explosé, il y a eu cette mort. Diane Vaughan, c'est une sociologue américaine qui a publié en 1996 The Challenger Launch Decision, et dans ouvrage dans lequel elle résume ses travaux, sa longue enquête sur ce qui s'est passé. Alors bon, l'explosion de la navette Challenger a donné lieu à la formation de la commission Rogers, qui est une commission d'enquête qui a donc conclu au fait que les joints étaient responsables de l'explosion. Et Diane Vaughan a étudié un petit peu comment s'étaient déroulés les processus de décision jusqu'à donner le go. Et en fait, elle a constaté qu'aucun manager n'avait violé aucune règle qui avait été préétablie. Donc ils avaient raison, ils avaient donné le go était légitime. Et elle s'est dit, il y a un glissement quand même quelque part. C'est dans la mesure où il y a des règles de gestion des risques, et ben elle a constaté que les règles prévalent dans la prise de décision et pas les risques. Elle a constaté ça, c'est-à-dire que dans les débats qu'il y a eu avant de donner le go, on s'est beaucoup plus appuyé sur les règles établies, sur les protocoles, que sur la prise en compte des risques eux-mêmes. Et elle a diagnostiqué une tendance à l'acceptation progressive des risques et au glissement vers une normalisation des opérations dangereuses, sous prétexte qu'on avait bien travaillé pour gérer les risques. La somme de travail, le travail collectif, les prises de décision, les protocoles, les cadrages, etc. suffisaient. Et puis petit à petit, au fil de l'évolution de l'histoire de Challenger, de la navette, on avait ajouté on avait accepté des petits risques marginaux parce que on les considérait peu probables, etc. Donc on avait continué à accepter. Et elle a donc constaté qu'une fois que les ingénieurs acceptaient une première anomalie, ils en acceptaient une autre et de plus en plus jusqu'au lancement. Donc elle a proposé un concept qui s'appelle la normalisation de la déviance, qu'elle définit de la façon suivante. La normalisation de la déviance signifie que les acteurs au sein d'une organisation deviennent tellement habitués à des comportements déviants qu'ils ne les considèrent plus comme déviants, bien qu'ils outrepassent largement leurs propres règles de sécurité élémentaires. Et j'en viens à notre question climatique. Qu'est-ce qu'il s'est passé cette année lorsqu'on a constaté pour la première fois le dépassement du seuil de 2 degrés, alors ponctuel, mais on a quand même observé le dépassement d'un seuil de 2 degrés au niveau planétaire. Il s'est passé très très rapidement, en tout cas ce que j'en ai constaté, c'est mon analyse là, un ancrage sur les règles et les normes. On s'est dit, les modèles climatiques sont robustes, malgré tout. Donc bon voilà, c'est une variable exceptionnelle, mais les modèles sont solides, quoi. On travaille bien. Ou alors on s'est dit, nos modèles sont justes, puis là c'est la faute à El Niño. Donc quelque part, on a un peu relativisé. On a aussi relativisé d'une autre façon. On s'est dit, pour être sûr du franchissement du seuil de risque, il faut plusieurs successions de dépassements. Un seul ne suffit pas, ça ne veut pas dire que les modèles sont faux. C'est juste une variable exceptionnelle, il y a El Niño, il y a des raisons, mais en fait, nos modèles, ça va. Nos protocoles sont justes, ils sont solides. Et là, je reprends des propos que j'ai, des idées que j'ai reprises du livre Les décisions absurdes de Christian Morel.
Christian Morel décrit la persévérance dans l'erreur, comment le processus de persévérance dans l'erreur se met en place dans des chaînes de décision. Ben, on s'est dit, oui, certes, on a dépassé les 2 degrés, mais de toute façon, le programme pour faire baisser les émissions, il est établi. Il faut continuer à le suivre. Ça ne change rien au programme. Et aussi, ce qu'on a entendu très vite autour de ces 2 degrés de dépassement, c'est on va continuer à ajouter des patchs, c'est-à-dire on va insister encore plus sur la recapture du CO2, c'est-à-dire qu'on patche le modèle, on va mettre encore plus de géoingénierie et on va faire en sorte que tout ce qui déborde, tout ce qui rentre pas dans le modèle, on va coller des trucs, on va rajouter des développements techno. Voilà, il se trouve que ce sont des développements techno dont on ne sait pas bien s'ils fonctionnent ou s'ils ne fonctionnent pas, mais on les ajoute et puis du coup, ça corrige le modèle suffisamment. Donc les variables exceptionnelles, on continue à ne pas en tenir compte. De toute façon, on travaille bien, on met des règles en place, donc on est solide. Voilà. Je pense que c'est ce qu'on risque d'observer. C'est probablement ce qu'on observe déjà un peu et ce qu'on risque d'observer de plus en plus, c'est cette normalisation de la déviance. J'ai vu passer ce matin, j'ai pas encore lu le détail, mais on aurait 15 ans d'avance sur l'arrivée d'une seule température au-dessus de 2 degrés. Enfin, c'est quand même pas rien. Et les réactions des scientifiques, des prescripteurs, des experts, elles me semblent, c'est une hypothèse de travail, elles me semblent assez bien correspondre à la façon qu'ont des chaînes de direction, des chaînes de management et puis des organismes, des professions dont le travail est de répondre à des risques. Je crains qu'on observe une normalisation de la déviance parce qu'en fait, on a effectivement très bien travaillé, fait des tas de protocoles, les règles sont solides, mais ça déborde et on est débordé cognitivement. C'est-à-dire que il faut bien comprendre que la veille du départ de Challenger, personne, et Jan Vaughan le dit, personne n'est coupable, personne n'est responsable. En fait, ils ont tous pris des décisions rationnelles. Simplement, il y a quelque chose qui était en dehors de leur représentation. Parce que les représentations, elles sont fondées sur le matériel qu'on a élaboré collectivement, voilà, les protocoles, les règles, ce qu'il faut pour assurer la sécurité. Et s'il y a quelque chose qui dépasse, mais ça n'est pas représentable. Ça n'est pas représentable, donc on ne peut pas prendre une décision avec ce qui n'est pas représentable. Donc il n'y a pas d'erreur en fait. Elle dit bien, il n'y a pas d'erreur. Sauf que la navette, elle a explosé. Et il y a autre chose qu'elle dit aussi qui est intéressant, c'est que la navette Challenger, c'était un programme qui était parti pour 500 lancements. Donc c'était un programme qui devait devenir routinier. Et il était déjà investi comme tel. C'est-à-dire que là, dans cette navette, en 89, il y avait une civile, une institutrice, qui était censée faire un voyage dans l'espace et revenir dans la navette. C'est-à-dire qu'on considérait que c'était devenu quasiment l'équivalent d'un voyage en bus, quoi. Sauf qu'en fait, c'est exceptionnel de lancer une navette dans l'espace. C'est vraiment quelque chose d'extrêmement complexe et qui ne se prend pas à la légère. Mais là, on l'investissait comme un voyage en bus. Ou un voyage en avion, mettons. Et peut-être que on a aussi ce biais par rapport à l'évolution de notre espèce sur la planète. Des espèces qui croissent et qui disparaissent, c'est le rythme normal de la biosphère, c'est constant, c'est la normalité. Mais nous, en tant qu'espèce, nous ne sommes pas la normalité de la biosphère. Nous sommes un truc exceptionnel qui ne peut pas être compris comme si c'était une évolution d'une espèce comme les autres qui est vouée à disparaître au bout de X millions d'années. Nous, on va probablement, possiblement disparaître un jour, peu importe la question, mais on va aussi, avec nous, et c'est ça qui est inédit, emporter l'essentiel de l'équilibre de la biosphère et la dévaster. En quelque sorte, on ne peut pas, de la même façon qu'on ne pouvait pas investir Challenger comme étant équivalent à un voyage en avion, on ne peut pas investir l'évolution de l'espèce humaine comme étant l'équivalent de l'évolution de n'importe quelle espèce. Et donc les protocoles de pensée ne peuvent pas être équivalents. On ne peut pas parler, par exemple, le terme m'échappe, il va me revenir, de la capacité de charge. La capacité de charge, elle est critiquée, moi je l'utilise, beaucoup l'utilisent, en disant que la capacité de charge dans le vivant, c'est quelque chose de très difficile à estimer parce que ça fluctue beaucoup. Il y a des espèces qui la saturent et puis elles sont régulées, donc la capacité de charge est maintenue. Il y a des retours à l'équilibre, etc., l'équilibre dynamique. Mais en fait, nous, on ne peut pas parler de la capacité de charge pour l'espèce humaine de la même façon que pour les autres espèces parce que nous, on dépasse la charge qualitativement, c'est-à-dire qu'on est la seule espèce à sortir du carbone du sol, intentionnellement. Donc la charge, elle est qualitativement différente. Ce n'est plus du tout le même type de capacité de charge qu'il faut étudier
Donc on ne peut pas réfuter la pertinence d'utiliser la capacité de charge pour l'humanité au titre que ça n'a pas de valeur dans le vivant. Il faut le faire avec d'autres protocoles. Voilà, donc tu as proposé de parler du décalage du point de référence dans la prescription. Moi, j'aimerais bien qu'on regarde un petit peu, on peut regarder dans le passé d'ailleurs, la normalisation de la déviance. Comment les rapports qu'on lit chaque année voient, alors je vais le faire dans l'autre sens pour la caméra, voient les courbes monter, mettons PIB, température, CO2, et puis il y a les trajectoires de prescription, il faudrait baisser de temps, etc. Et puis ça, c'était 2018, 2019, ça a monté, et qu'est-ce qu'il y a? Il y a un ajustement de la norme. C'est-à-dire qu'on va remettre la norme jusqu'au niveau où c'est monté par rapport à l'année précédente. Et on voit que il faut, on normalise la déviance, c'est exactement ce qu'on fait. On refait monter le protocole de solution au niveau de la nouvelle norme, mais le protocole, lui, n'a pas fondamentalement changé. On va continuer à préconiser la transition énergétique, par exemple, la réforme des modèles agricoles, enfin tout ce qu'on entend régulièrement. Sauf que l'année d'après, c'est ce qu'on observe jusqu'à présent, les valeurs continuent à augmenter. Donc, il aurait fallu changer de protocole. Ici, là, les courbes de transition énergétique, de baisse des émissions de CO2, de réforme des modèles agricoles, etc. Eh bien, il faudrait changer le modèle pour non pas faire monter le même modèle à la nouvelle norme ou à la nouvelle valeur. Il faut changer la prescription elle-même, puisqu'elle n'a pas été efficace pour toutes les valeurs précédentes. C'est ça une normalisation de la déviance. Ça n'est pas efficace sur X valeurs récurrentes, mais on continue à le considérer comme étant efficace. Donc, on s'expose à lancer une challenger qui va exploser et on n'en sait rien du tout parce qu'on a été incapable de le penser. Je suis remonté un peu jusqu'à 2001 et le troisième rapport du groupe 3 du GIEC. Donc, c'est le groupe de travail qui travaille sur les solutions, les prescriptions pour limiter le changement climatique. J'ai fait un petit travail de, tiens, c'était quoi les solutions qu'on préconisait alors, le GIEC ne fait pas de recommandations, il évalue le potentiel de différentes solutions, mais qu'importe. Et il y a une vingtaine d'années, c'était surtout nucléaire et capture de carbone. Et les renouvelables pesaient pour quasiment rien du tout, parce qu'à l'époque, c'était presque pas développé, donc c'est difficile de dire ça a du potentiel, même s'ils mettaient un petit peu sur l'éolien et rien du tout sur le solaire. Donc ça va surtout être nucléaire et capture de carbone. Bon, depuis 20 ans, le nucléaire décline, stagne en termes de production, mais décline en part dans le mix. Et la capture de carbone, après des milliards et des milliards investis, ça capture pas grand-chose, quoi. Donc, on se retrouve un peu à poil. Donc, petit à petit, on fait un peu reculer ces solutions-là, au point que dans le tout dernier rapport, donc sorti en 2022, leur potentiel de décarbonation est réduit quasiment à peau de chagrin. Et ce qui pèse très lourd maintenant, c'est éolien et solaire. Alors, parce qu'on peut pas nier que depuis quelques années, une décennie et a fortiori depuis 5 ans, leur coût a baissé, leur déploiement se fait à grande échelle. Donc on se dit, maintenant, c'est ça la solution. Sauf que maintenant, l'effort à faire, il est beaucoup plus important qu'il y a 20 ans, parce qu'en en attendant, on a brûlé beaucoup de charbon, pétrole, gaz, le décollage de l'Asie, etc. Donc maintenant, déjà, il y a des solutions du passé, on ne peut plus trop compter dessus. Il y a de nouvelles solutions, donc on va pousser le curseur à dire, oula, ça va... Le potentiel est important et on cale l'évaluation pour dire c'est encore possible de tenir les 1,5 degrés, sachant qu'on est de plus en plus en train de dire non, mais maintenant on peut se permettre. Enfin, non, c'est pas qu'on peut se permettre. On va dépasser temporairement avant de revenir en dessous de 1,5. Tu as dû l'entendre maintenant. Enfin, jusqu'à il y a quelques années, j'entendais certains observateurs dire non, mais on peut tenir les 1,5 degrés sans dépassement. Encore. Là, c'est bon, non, il va y avoir un dépassement, puis on va revenir en dessous. Bon. L'étape suivante, c'est effectivement, je ne sais pas quoi, là, tu citais la géo-ingénierie. Il y a 20 ans, c'était bref, c'était une idée folle. Là, ça se fait quand même très, très affirmé. Voilà, ça devient bruyant comme idée. Il y a un programme fédéral des États-Unis, enfin, c'est pas une bande d'apprentis sorciers dans leur coin qui délire. Là, ça commence à se voir, et je pense que ça va être soumis au débat public de plus en plus, même jusqu'au JT de 20h. Bon, dans 5 ou 10 ans, je pense qu'on va commencer à en entendre parler. Donc voilà, c'est pour un peu aller dans ton sens de tout ce qui a été décalé aussi depuis 20 ans. Voilà. Mais quand même, en termes de changement de logiciel, ce qui a fait aussi une percée récente, et ça c'est seulement depuis le dernier rapport du GIEC, il me semble, c'est toutes les questions de, entre guillemets, gestion de la demande.
dont la sobriété. Mmh. Donc on commence à voir, bah oui, forcément, pour résoudre l'équation, maintenant on ne peut pas se passer de ce levier-là. Donc maintenant, c'est très net. Ben, la gestion de la demande, dont la sobriété peut peser de 40 à 70% de la solution pour décarboner. Et dedans, il y a réduire la consommation de viande, faire de la visio à la place de prendre un vol en avion, voilà, isoler son logement, etc. Enfin, baisser le chauffage, etc., etc., etc. Et l'un plus l'un plus l'un plus l'autre plus les éoliennes et plus les panneaux solaires, bah, on va arriver à décarboner, à diviser par 2 d'ici 10 ans, quoi. Voilà. Bon, j'ai vu ces évolutions récentes, moi, dans les prescriptions. Je ne sais pas si ça rentre dans le cadre du décalage du point de référence, mais bon, en tout cas, ça a évolué, ce qu'on prescrit aujourd'hui. Ce qui m'interroge, si tu veux, ces évolutions, je suis plutôt favorable aux évolutions qui correspondent à la réduction intentionnelle de la demande globale, dans la mesure où il n'y a pas d'effet rebond et il n'y a pas de croissement, d'augmentation des inégalités, parce que c'est ce qu'on constate malheureusement, c'est que ceux qui voient leur possibilité à avoir de la demande décliner, c'est pas toutes les classes de la société, il y a de fortes inégalités en train de se creuser sous nos yeux. Moi, ce qui m'interroge, c'est comment dire, ouais, l'idée m'échappe encore. La navette Challenger, on n'aurait pas dû la faire partir. Donc, ce qui est intéressant à observer, c'est pas ce qu'il faut faire pour rattraper la déviance, c'est à quel moment on doit arrêter de prescrire des choses sur le même mode. Alors, effectivement, le mode change si on commence à s'en prendre à la consommation, à la demande. Mais l'essentiel des modes de réponse, qui sont des modes de l'ingénierie, alors je vous recommande les conférences de Laurent Fombostier au Collège de France sur le vocabulaire qui traverse les rapports du GIEC depuis qu'ils ont été construits. Et Laurent Fombostier fait un diagnostic de l'imprégnation technoscientiste du GIEC lui-même en tant que prescripteur, ou en tant que non-prescripteur, en tant qu'évaluateur des prescriptions. Et il pointe à quel point il y a à quel point le GIEC est situé culturellement, finalement, et à quel point les réponses qu'il propose sont un mode de réponse qui correspond finalement, qui ressemble assez au mode de réponse à Challenger. Il y a un problème technique, on met des patchs, on répare, on diagnostique, on met des protocoles en place. Et effectivement, bien que les évaluations de prescription tiennent compte de la sobriété désormais, l'essentiel de ce que tu as rappelé, c'est plutôt des évolutions techno. C'est-à-dire que si voilà, le nucléaire ne suffit pas, on va faire encore plus d'éoliennes, encore plus de panneaux photovoltaïques. Donc on va finalement rester sur un mode de solution technique à un problème technique. Et là, on a un souci. C'est-à-dire que la normalisation de la déviance, si elle reste sur le même mode, ça reste une normalisation. Et ça ne réfute pas, ça ne freine pas le processus lui-même. Donc on en parlera peut-être plus précisément tout à l'heure, mais en plus, les hypothèses de base du GIEC, si tu veux, on peut commencer à faire un petit diagnostic des hypothèses de base sur lesquelles travaille le GIEC. Elles sont... leur mode de normalisation est biaisé au départ. Est-ce que tu souhaites qu'on fasse un petit... Tant que c'est pas trop présomptueux envers la communauté scientifique qui quand même est plus... Bon, mais vas-y. Alors, présomptueux, en fait, voilà, on pourra m'accuser de la plupart des travers sur le plan personnel. Enfin, voilà, on me trouvera présomptueux, c'est pas grave du tout. Je pense qu'exercer une critique est quand même la priorité, quelle que soit la personne qui le fait et de la façon qu'il le fait, dans la mesure où cette critique profite au débat. Bon. Oui, j'espère. Tu peux t'interroger, voilà. C'est ça. J'espère contribuer au débat. Mais en fait, je ne vais rien dire d'exceptionnel que tu ne saches pas déjà sur le GIEC. Le GIEC est composé de 3 groupes, le groupe 1 et le groupe 2 et 3. Le groupe 1, c'est celui qui fait un diagnostic du climat et a démontré de longue date que le réchauffement climatique était d'origine anthropique. Les groupes 2 et 3, le groupe 2 s'occupe plus de l'adaptation, comment on fait et pour gérer un petit peu le changement climatique, et le groupe 3 s'occupe de réfléchir à l'atténuation. Il évalue tout ce qui est possible pour l'évaluation, pour l'atténuation, pardon. Je pense qu'il y a un problème de confusion dans la construction de l'institution GIEC. Pourquoi ? Parce que les groupes 1, d'un côté, le groupe 1, et les groupes 2 et 3 ne sont
pas du tout construits sur la même épistémologie. L'épistémologie du groupe 1, c'est on a un cadre théorique. Arrhenius, Claude Lorius ont montré de très longtemps, et ça a été démontré et vérifié, que quand on ajoute du CO2 dans l'atmosphère, il y a une augmentation de la température. C'est testable, c'est démontré. C'est donc un cadre à la fois théorique et expérimental solide. Voilà. Et en plus, c'est quelque chose qui est vérifié dans le passé. Donc, on a un matériel du passé qui correspond à une théorie et des expérimentations, et c'est solide. Tout ça, ça peut être testé et prouvé. Valérie Masson-Delmotte est paléoclimatologue, donc elle peut vérifier, elle a travaillé pour vérifier sur de très 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 longues suites de données du passé que ce qui était amené par le groupe 1 était solide, et donc il a pu être démontré avec un taux de fiabilité extrêmement élevé que le réchauffement climatique est d'origine anthropique. Les groupes 2 et 3 sont très très différents épistémologiquement. Il n'y a pas de cadre théorique de départ faisant consensus sur des paramètres qui sont pourtant implicitement dans les rapports du GIEC, par exemple. Il n'y a pas de cadre théorique faisant consensus sur l'autodétermination des sociétés humaines et de l'humanité en général. La question philosophique de la capacité de l'humanité à être souveraine dans sa destinée ne fait pas partie ni des cadres théoriques, ni des connaissances scientifiques faisant consensus. Pourtant, c'est un implicite du GIEC. Donc, la première idée, c'est-à-dire si on prend des décisions politiques X ou Y, on change la destinée de l'humanité, ne s'appuie pas sur un consensus. C'est important. Les groupes 2 et 3 du GIEC regardent vers le futur. Alors je vais citer quelqu'un. Je vais citer. Pardon, ils sont un peu obligés de penser ça, sinon. Oui. Enfin, mais c'est pas un reproche. On fait rien. C'est pas un reproche, c'est un constat. Ok. Bon. Je vais citer Giuseppe Longo. Giuseppe Longo, c'est un mathématicien, épistémologue, dont je suis en train de lire le livre Le cauchemar de Prométhée. Il dit non seulement le monde n'est pas calculable, mais ce qui prouve qu'il n'est pas prédictible peut être corrélé à l'infini mathématique, à ce qui prouve que quand on en parle par les mathématiques du monde, on engendre de l'indécidable. L'abondance de l'imprédictible dans le monde nous dit la pauvreté du fragment calculable du monde. Et en fait, sur le plan épistémologique, devoir regarder le futur, c'est se condamner à ne pas pouvoir le prédire par essence, par construction. C'est quelque chose qui est interdit en science, en fait. Alors effectivement, le GIEC ne prédit rien et du coup ne prescrit rien. Mais il faut donc regarder tous les modèles qui sont proposés par le GIEC comme étant intrinsèquement faux. Parce que mathématiquement, ça n'est pas possible qu'ils soient justes. Et on en revient aux 2 degrés en 2023. Ces 2 degrés-là ne pouvaient pas mathématiquement être intégrés au GIEC. Alors je développe un tout petit peu. Les groupes 2 et 3 ne peuvent pas obtenir, à contrario du groupe 1, des vérifications expérimentales de ce qu'ils évaluent. Et donc on ne peut pas opposer de contre-expérience, de réfutation au titre de Popper, au travail des groupes 2 et 3. Je m'en tiens là. Le groupe 1 du GIEC regarde le passé, est solide, il a des théories cadres qui permettent de réfléchir. Les groupes 2 et 3 regardent l'avenir, ne peuvent pas vérifier expérimentalement, n'ont pas de théorie cadre pour être sûrs de ce qu'ils avancent. Pour autant... Alors, le groupe 2 travaille pas que sur l'adaptation, mais sur les impacts aussi, et donc ils vont mesurer statistiquement la fréquence et l'intensité des vagues de chaleur augmentent, la mer monte et commence à submerger des zones côtières, enfin, il y a aussi ce genre de choses dans le groupe 2. Et côté adaptation, certaines des mesures sont expérimentales. Je sais pas, l'agroécologie qui améliore la résilience des sols, ou alors je sais pas, la climatisation ou les îlots de fraîcheur qui permettent de s'adapter aux vagues de chaleur, c'est quand même expérimentable. Enfin voilà, je ne mettrai pas sur le même plan que le groupe 3 qui effectivement fait des scénarios de transition. Et d'ailleurs, on va y venir dans le prochain épisode sur la transition, où là, ça va être... Le point que je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire. Le point que je veux souligner, c'est pas tellement sur ce que tu ajoutes, qui est très juste, c'est que dans la communication du GIEC, tout est placé au même niveau. C'est-à-dire que le crédit qu'on peut apporter au GIEC pour le travail du groupe 1 est transposé en permanence sur les travaux des groupes 1 et 2, des groupes 2 et 3, alors qu'en fait, ça n'est pas épistémologiquement possible.
Je reprendrai volontiers des citations de X ou Y rapporteur du GIEC, mais peu importe, parce que comme tu le précisais tout à l'heure, l'objectif là, ça n'est pas d'accabler personne, tout le monde est humain, et on fait tous avec ce qu'on a, ce qu'on peut, avec nos émotions. Mais en permanence, on entend, il y a des solutions. Il est démontré, on a des preuves, le terme preuve est utilisé. On a des preuves que si on fait X ou Y chose, on obtient tel résultat. Et en fait, ça c'est... Alors, ça n'est pas acceptable sur le plan méthodologique. On ne peut pas transposer ce qui relève de scénarios sur l'avenir dans le registre de la preuve, de la connaissance, du savoir scientifique, ni de la solution. Pourtant, c'est fait, et ce que j'aimerais apporter dans le débat, c'est que c'est fait au titre du groupe 1, au titre de la méthodologie du groupe 1, ou en tout cas au titre que tous les groupes sont dans une même entité qui se présente comme étant entière, unique, et ne travaillant pas sur des modèles ou des modes méthodologiques extrêmement différents. Et à mon sens, ça rend le débat très très difficile, et je ne suis pas surpris du tout du fait que les climato-négationnistes se soient emparés d'une critique du GIEC illégitime sur le fond du travail, parce que les scientifiques font bien leur travail, mais légitime sur la confusion du message du GIEC, qui met sur le même niveau la certitude que le réchauffement climatique est d'origine anthropique, et la non-certitude des prescriptions à faire. Et les climato-négationnistes ont tout ce qu'il faut pour attaquer tout l'ensemble en même temps. Parce qu'on n'a pas le droit de dire, puisqu'on a la preuve que le réchauffement est anthropique, on sait ce qu'il faut faire. Ça n'a rien à voir. Je prends une dizaine de minutes encore pour ce premier épisode pour aborder les autres sujets. Et pardon, on va un peu passer du coq à l'âne. Sur d'autres récits face auxquels tu es perplexe ou t'apportes je trouve, de manière assez utile, des réserves, des points d'alerte. Il y a par exemple celui de l'autonomie. Voilà. Alors, le but ici n'est pas du tout enfin, je pense, de décourager les gens qui veulent faire leur potager, etc. Enfin, d'ailleurs, beaucoup qui le font, t'apprécient, j'en connais. On est sur quelque chose de plus global. Voilà, que autonomie, après, on passera aussi à l'anticapitalisme et les réserves qu'on peut aussi avoir à cet égard-là. Mais voilà, je te laisse là aussi réagir. J'en profite pour te remercier de nouveau de me permettre d'exprimer des choses qui sont... alors déjà qui peuvent être fausses, fragiles ou mal amenées, voilà, je peux me tromper, il n'y a aucun problème là-dessus, je te remercie de me permettre d'exprimer ça. Effectivement, on peut développer un petit peu ce que j'ai présenté là en relisant les travaux de Jean-Léon Beauvois qui a travaillé sur ce qu'on appelle la norme d'internalité. Alors je vais la définir. La norme d'internalité, c'est quand on réfléchit plutôt en considérant que la cause des phénomènes, elle est à l'intérieur des objets et que ce qu'il y a à l'extérieur des objets n'est pas la cause des phénomènes. Bon. Je donne un exemple. La critique anticapitaliste considère que, et c'est parfois écrit chez les penseurs de l'anticapitalisme, quelques hommes, quelques femmes, surtout quelques hommes, ont pris la décision de construire un capitalisme qui allait leur servir d'outil pour avilir une société et la dominer. Donc c'est une vision essentialisante, c'est une norme d'internalité. Des hommes ont créé un capitalisme qui s'autosuffit et qui exerce, par nature, une pression sur la structuration de la société, la domination, etc. Et du coup est responsable le capitalisme en soi est responsable du risque d'effondrement. Voilà, c'est une caricature, mais pas tant que ça parfois, de la critique du capitalisme. On n'en est pas loin, et il suffirait de s'en débarrasser pour sauver la planète. Enfin, voilà, c'est ça, je caricaturais un petit peu, mais pas tant que ça, finalement. Pardon, parce que moi aussi j'ai des réserves sur l'anticapitalisme, mais on n'est pas loin de ce discours-là, effectivement. Il suffirait d'eux, et ça va bien se passer, quoi. Bon, voilà. Et ça, c'est une lecture en norme, en locus interne, c'est-à-dire que voilà, on regarde dans l'objet et on considère qu'il est la cause de tout. La lecture en locus externe, ça veut dire que c'est plutôt de dire que l'objet, une entité politique, un modèle économique, est le résultat de choses qui lui sont extérieures. Alors, les besoins d'une société, à la Tainter, par exemple, la réponse à des risques, la réponse à la rivalité, à la compétition, voilà, la demande du grand public en soins, voilà, la demande du grand public en maison plus grande, la demande de réponse militaire à une agression. Et on peut dire, le capitalisme a été une réponse, ou la complexité, pour sortir du capitalisme, a été une réponse à tout un tas de contraintes extérieures. Donc ça, c'est plutôt une lecture en locus externe.
Et en fait, il a été montré par Jean-Léon Beauvois, expérience à l'appui, que les lectures en normes d'internalité sont civilisationnellement parlant, culturellement parlant, favorablement mises en œuvre dans la culture occidentale. Ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas mises en œuvre dans d'autres cultures, c'est que quand même, la norme d'internalité, c'est un truc très occidental. Et cette pression est exercée à l'école, c'est montré, et afin de sélectionner les profils qui ont le plus la capacité à se mettre en avant eux-mêmes, c'est-à-dire à se considérer plus forts qu'eux, en tant que norme d'internalité. Moi, ce qu'il y a en moi est plus fort, donc je peux dominer, et l'école favorise les profils cognitifs qui sont capables de dire moi, je, en fait. Et donc, à l'issue des formations en politique, en ingénierie, en économie, les profils dans nos sociétés qui sont le plus mis en avant, c'est des profils qui considèrent que le monde est à leur aune, est à l'aune de leurs désirs, de leurs pensées. C'est aussi tout à fait cohérent avec le fantasme de libre arbitre et de liberté absolue que défendent nos sociétés. Donc il y a une cohérence. A contrario, les profils qui sont plus naturellement assujettis, qui se sentent dépendants, qui ont besoin de penser que leur professeur, leur maîtresse ou l'école, c'est vraiment la cause de leur progrès et qu'ils sont redevables et qu'ils aiment trouver... Enfin, ils constatent qu'ils ont de bonnes notes à l'école, mais pas grâce à eux et à leur taux de puissance, mais parce qu'ils ont plein de copains, ils ont coopéré, ils ont travaillé avec d'autres personnes, ils ont coopéré. Et voilà, donc là, on a un mode plus en locus externe, en collaboration, en lien, qui, selon Jean-Léon Beauvois et des tas d'études, est plus souvent un mode de pensée oriental, on va dire, plus fréquent en Asie. Et tout à l'heure, on parlait du GIEC. Et on parlait de la prescription, on parlait de la normalisation de la déviance. Et on parlait de l'anticapitalisme. Je pense que nous avons un handicap cognitif, nous, dans nos cultures, pour aborder l'avenir, c'est-à-dire que nous avons favorablement comme interlocuteurs, prescripteurs, politiques, ingénieurs, des personnes dont la cognition est la solution, elle est dans quelque chose. Si on a un problème de climat, on va plutôt parler d'énergie. Si on a un problème d'énergie, on va investir une technologie parce que la technologie en soi a la capacité d'y répondre. Indépendamment de tout paramètre extérieur, comme par exemple jouer sur la coopération et la sobriété. La première réponse qui est donnée par nos cultures face à un problème systémique, c'est une réponse en objet, une réponse d'ingénieur. Ce que je veux dire par là, c'est que tu me questionnes sur l'anticapitalisme et sur d'autres récits qu'on pourrait critiquer. Alors, moi, ça m'intéresse un peu de critiquer les récits, mais moi, ce qui m'intéresse plutôt, c'est de critiquer comment ils sont construits et ce qui les traverse. Finalement, si des récits extrêmement différents comme la permaculture, l'autonomie et l'anticapitalisme ont quelque chose de commun, c'est ça. C'est qu'ils rejouent la norme d'internalité, c'est-à-dire là où je suis souverain et j'ai la solution à tout. Et l'autonomie, c'est exactement reproduire ça. L'autonomie, en caricaturant là encore un tout petit peu, mais pas tant que ça, c'est se dire sur un territoire dont je me fais la propriété, pour reprendre le vocabulaire du capitalisme, chez moi, avec une frontière, c'est-à-dire à l'extérieur, c'est pas chez moi, et ben je vais capitaliser sur le travail que je vais y investir, éventuellement sur le travail des gens que je vais payer pour y investir, pour transformer ce truc-là à l'intérieur, dans lequel je vais prétendre à une autonomie, et ce truc-là fermé, dans lequel je capitalise, qui est à moi, eh ben c'est la solution à un problème systémique. Mais là encore, que ce soit la critique de l'anticapitalisme ou le fantasme permacole d'autonomie, c'est pas tant le modèle qui m'intéresse, c'est la cognition qui est traversée, la croyance fondamentale qui traverse le récit. Et effectivement, peut-être que dans nos sociétés, quand on a un problème, la première réponse qu'on a, c'est ce qu'on appelle caricaturalement l'individualisme. Et ben voilà, moi je me débrouille tout seul dans mon coin, parce que notre cerveau a ce réflexe-là. Et ma conclusion, c'est déjà comprendre si c'est vrai ce que je dis ou pas, si c'est fondé, mais il y a de la littérature pour l'étayer, et puis essayer de travailler cette cognition-là, de la disqualifier, de la critiquer, pour ne pas toujours pratiquer cette normalisation de la déviance avec le même réflexe. Plus de techno pour adapter la solution à la courbe qui commence sérieusement à sortir des bornes des modèles. T'as fait... on pourrait encore développer un moment, peut-être
Je voudrais quand même passer au dernier sujet que je voulais voir avec toi. Une fois qu'on a dit tout ça, quid du procès que te font certains en inaction? Alors, paradoxalement, je trouve que tout ce qu'on se dit depuis 1 heure et quart n'appelle pas tellement à l'inaction, que beaucoup de gens qui te suivent ne sont pas dans l'inaction. Au contraire, déjà, ça leur permet de se sentir mieux, d'intégrer quelques points de vigilance, et au contraire, de passer à l'action, alors en t'écoutant toi et d'autres, mais que c'est effectivement putain, un coup de boost. Donc bon, déjà, ce procès en inaction, je le relativiserai. Mais qu'est-ce que tu réponds à ces gens-là? Et au final, quel est ton but dans tout ce que tu fais, sachant que on en a quand même pas mal parlé de effectivement, le genre de sursaut auquel tu espères amener, y compris cognitivement, comme tu viens de le souligner. Mais voilà, qu'est-ce que, peut-être en conclusion, tu réponds à ceux qui te font ce procès en inaction? Je ne réponds pas par un procès en retour, en inaction. Je ne vais pas accuser ceux qui m'accusent d'inaction d'être inactifs. Simplement, je vais juste dire un peu ce que j'ai dit tout à l'heure. On a tendance à ne pouvoir penser le réel qu'à partir de ce qu'on connaît déjà de lui. On ne perçoit que ce qu'on connaît. C'est une espèce de lieu commun en psychologie et en sciences cognitives. Effectivement, le monde, on ne le comprend que par l'expérience du monde précédente qu'on a. Bon. Et donc l'action qu'on préconise, on a tendance à la penser que par rapport à son éducation, et je viens d'en parler, on a des réflexes cognitifs, on a des imprégnations culturelles qui préformatent un peu notre préconçu de l'action. Et donc, favorablement, dans nos sociétés, l'action, par défaut, c'est l'ingénierie. Parce qu'on est dans la culture de la solution technique. Et donc, quelqu'un qui va préconiser la transition énergétique à la manière de l'ingénieur va forcément considérer que moi, en ayant un regard critique sur la transition énergétique, je suis inactif parce que l'action pour cette personne-là, c'est forcément fabriquer un truc. Construire une technique, une technologie qui va répondre à un problème. Or, l'action que je peux défendre de mon côté est plus une action globale, non focalisée sur une solution technique particulière. Ça n'empêchera pas de développer des solutions techniques, mais je ne vais pas considérer que la solution technique résout un problème. C'est ça l'approche qui est différente. Je vais plutôt m'intéresser à l'intégration de la technique dans le système, dans le processus qui est en cours. Et c'est pour ça que la critique que je peux faire sur la transition énergétique, c'est si vous ne comprenez pas le processus qui est en cours, c'est-à-dire comprendre en locus externe toutes les interactions globales, si vous ne comprenez pas le processus qui est en cours, si vous ajoutez des éoliennes, des centrales nucléaires ou des panneaux photovoltaïques, ça va s'inscrire dans le processus en cours, et il n'est pas écrit dans le processus en cours que la substitution est possible. Voilà, c'est l'objet de ma critique. Donc l'action que je défends moi, c'est comprendre le processus pour pouvoir éviter que notre navette Challenger qui s'appelle Terre explose. Parce que si on ne comprend pas le processus qui a fait, comme Diane Vaughan l'a diagnostiqué, qui a fait qu'on a pris de mauvaises décisions et que la navette a explosé, si on ne comprend pas ce processus-là, on va prendre de mauvaises décisions et la planète va très mal se porter. Et ça, c'est une action. Ce que je fais là, c'est une action qui se transpose dans le réel. Je vais prendre un exemple, celui de la sécurité sociale de l'alimentation. C'est une action que je peux défendre, qui n'est pas technique, qui est organisationnelle, voilà, qui est sociale, et qui aura des effets, mais vraiment importants, sur la stabilité et la cohésion des sociétés. Je suis plus proche du travail d'un Stéphane Linou, par exemple, qui est sur le terrain à essayer de faire parler ensemble des acteurs qui doivent se parler. Typiquement, c'est un problème d'organisation. C'est encore une fois ce que Diane Vaughan dénonçait, c'est-à-dire qu'il y a un problème d'organisation, de prise de la décision collective, et donc il faut que les acteurs se parlent en se délestant de leurs croyances pour parvenir à une évolution commune au cœur d'un processus. Donc moi, j'ai l'impression de défendre une action. Donc voilà, c'est de la mauvaise foi en fait de se renvoyer à la figure l'accusation en inaction. Et voilà, si mon travail a un objectif, c'est d'éviter la dislocation des sociétés, et en particulier, et c'est pour ça que j'exerce une critique un peu du matériel scientifique tel qu'on l'investit. L'une des plus grandes inquiétudes que j'ai, c'est la perte de confiance envers les acteurs qui sont justement en capacité de comprendre les grandes échelles, les problèmes, les processus, et ce sont les scientifiques. Et si les scientifiques voient leurs paroles fragilisées parce que les institutions
au nom desquels ils parlent sont traversés de contradictions, c'est ce que je disais tout à l'heure, eh bien leur parole va perdre en solidité, la confiance risque de se rompre, et on va avoir le climato-négationnisme arriver au pouvoir, et malheureusement on le voit déjà comme une pression un peu partout sur la planète, avec des obscurantismes qui se sentiront parfaitement légitimes parce que eh ben, pourquoi ne pas être climato-négationniste, puisque le GIEC lui-même a dit, ben voilà, au titre qu'on est sûr que le réchauffement climatique est anthropique, on connaît la solution. Or, ce sont deux champs épistémologiques qui n'ont rien à voir. Quelque part, il y a corruption du message. Donc pourquoi ne pas corrompre d'autres messages, puisque tout le monde le fait? Voilà. On va en parler dans le prochain épisode aussi sur la transition. Peut-être une dernière question me vient, et promis la dernière, puisqu'on a fait le procès en inaction. Pire, le procès en doomisme. Comportement qui consiste, d'ailleurs c'est sur Bon Pote, voilà, qui peut faire partie aussi des gens qui te portent cette critique, pas nommément, mais bon voilà. Doomiste, comportement qui consiste à regarder la cuisine s'enflammer et dire on peut rien faire, c'est foutu, pendant que le feu se propage aux autres pièces. Alors ça c'est voilà. D'où peut venir cette critique? Pardon, j'ai ma petite idée, vu que je parle, j'essaie de comprendre. Parmi les conclusions de ton Thinkerview en 2018-2019, tu poses comme hypothèse, pas certaine, mais que d'ici 100 ans, l'humanité pourrait avoir disparu, notamment du fait de l'emballement climatique. Ça, c'est une raison. Une de tes conférences qui a extrêmement bien marché, elle en est à près de 700 000 vues à l'Université de Bretagne Sud. L'effondrement, 2 points, inéluctable, point d'interrogation, où j'ai l'impression quand même qu'à travers ta conférence, la réponse est plutôt oui. Bon. Et en même temps, tu écris des choses comme dans ton chapitre dans Collapsus, dont le titre est « Faire calmement face à notre finitude ». Au final, tu as plutôt aussi un message de paix, de aussi donner des exemples de sociétés qui s'effondrent sans se faire la guerre. Je m'arrête là pour planter le décor, mais que réponds-tu à ça? Et aussi, toi, peut-être, où est-ce que tu en es dans ta perception des choses, sachant qu'on évolue aussi à travers les années? Bon, je veux bien entendre cette critique en doomisme. Ma réponse, effectivement, hein, mes écrits, même très anciens, bien avant que je sois présent publiquement sur cette question-là, s'inquiétaient du risque d'effondrement et étaient quasi convaincus que de toute façon, voilà, nos sociétés ne peuvent pas tenir sur le plan énergétique de manière prolongée. Mais je vais en fait juste faire un rappel en méthodologie. La science ne connaît pas grand-chose du monde. Je parle de connaissance et de savoir. Là, je me réfère à Alan Chalmers, dont j'ai lu le livre il y a quelque temps, le bouquin qui s'appelle « Qu'est-ce que la science ?» La science ne connaît pas grand-chose du monde. Les savoirs scientifiques sont peu nombreux. Bon, le réchauffement climatique d'origine anthropique, ça fait partie des connaissances scientifiques. La théorie de l'évolution, qui est une théorie qui évolue elle-même, fait partie des savoirs et des connaissances scientifiques parce qu'elle est vérifiable, expérimentable, elle parle du passé, enfin tout ce qu'on a dit tout à l'heure, elle est testable au sens de Popper, etc. Les principes de la thermodynamique, la physique de l'énergie, ça fait partie des connaissances et des savoirs. La gravitation, selon Newton ou selon Einstein, ça fait partie des connaissances et des savoirs, et les théories évoluent, mais on parle toujours de la gravitation qui est un universel, qui ne changera jamais, ou en tout cas à date, les principes de la gravitation ne changent pas, c'est des lois. Donc ça, c'est des connaissances. Dans ces connaissances-là, il n'est écrit nulle part que l'humanité pourra surmonter son écueil écologique. Nulle part. Si on ne s'en tient qu'aux connaissances scientifiques, l'humanité, par défaut d'énergie pour s'organiser, en tout cas les sociétés thermo-industrielles, vont s'effondrer. Ça, ce sont les connaissances scientifiques. Les modèles, la recherche scientifique, essayent de trouver des issues. Mais ça n'est pas du tout le même niveau de preuve, ça n'est pas du tout même un niveau de preuve, puisque les modèles ne sont pas des preuves. La recherche, les modèles sur l'avenir de l'humanité, en espérant lui faire surmonter l'écueil énergétique et l'écueil écologique global, ça fait partie de la recherche parfaitement légitime, mais qui ne peut pas du tout faire opposition aux connaissances scientifiques actuelles. Le jour où on aura une connaissance scientifique, et on en parlera tout à l'heure avec la transition énergétique, sur la possibilité de stabiliser une organisation avec de l'énergie autre que les hydrocarbures, ça sera une révolution scientifique. Ça sera une révolution scientifique. On ne l'a pas aujourd'hui. Ça ne fait pas partie des connaissances scientifiques que l'humanité puisse utiliser d'autres énergies que la matière organique comestible et combustible. Voilà, ma réponse au doomisme, elle est
ce que c'est la science et ce que ne c'est pas la science. Le doomisme, il est contenu, et c'est malheureux et c'est terrible, il est malheureusement contenu dans ce qui fait office de connaissance scientifique aujourd'hui. Merci Vincent. En tout cas, moi, j'ai toujours discuté avec toi, etc. Enfin, je vois pas dans ce que tu dis ce qui mérite particulièrement l'anathème. Enfin, bon voilà, les gens sont libres de te contredire, on va dire sans agressivité. Donc voilà. Nous, après tout, on échange de manière polie depuis des années, sans forcément être au point sur tout. Bon, après, peut-être que je suis un peu plus centriste que d'autres aussi. Mais, non, mais merci pour tout ça. Et puis au final aussi, j'entends beaucoup de messages plutôt de bienveillance aussi dans ce que tu dis. Écoute, on se retrouve très très bientôt pour davantage parler d'énergie. Je sens que ça te démange. Et donc, on va en parler. On arrête là-dessus pour aujourd'hui. Je te remercie et on se retrouve extrêmement bientôt. Cyrus, merci beaucoup. À bientôt. Merci.